Aujourd'hui, les personnes de plus de 60 ans représentent à peu près un quart de la population française et pourraient en représenter un tiers en 2040. Quand il est question de seniors, les filières économiques qui nous viennent premièrement à l'esprit, c'est celle de la santé ou encore du soin à la personne. Mais le bien vieillir, c'est-à-dire le marché qui traite de l'amélioration de la qualité de vie des seniors, il dépasse ces secteurs et il en englobe bien d'autres. Selon le Crédoc, ce marché représentera 30 millions de consommateurs en France d'ici 2030, soit 130 milliards d'euros. Et donc, les opportunités liées à ce nouveau pan de l'économie sont immenses. Parmi les parties prenantes du bien vieillir, on peut retrouver des experts du sujet, c'est-à-dire les acteurs de la silver economy, mais aussi d'autres entreprises, d'autres clusters, d'autres pôles ou autres organisations qui s'y intéressent sans pour autant en faire leur cœur de métier. Alors, le bien vieillir, il se définit par ses consommateurs, et donc il existe autant de marchés du bien vieillir que de besoins de seniors que l'on peut combler. Quelle est la place des clusters dans tout ça? Eh bien, par leur capacité à générer des échanges de savoir, de connaissances, mais aussi de la coopération, les clusters et pôles, ils semblent être les outils appropriés pour accompagner les acteurs économiques dans cette transition sociétale. On peut donc se poser les questions suivantes. Comment les clusters et les pôles peuvent coopérer pour répondre aux besoins d'une population vieillissante? Et quels sont les facteurs clés de succès pour une telle collaboration? Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a la chance d'avoir à nos côtés des intervenants de qualité, en la présence de monsieur Romain Gano, responsable du département initiative sociale d'AG2R La Mondiale, Nicolas Menet, directeur général du cluster Silver Valley, et Renade Lafarge, directeur général du cluster Nova Child. Je vais maintenant donner la parole à ma collègue qui va vous présenter le résultat de notre travail d'enquête mené par notre groupe d'étudiants en Master 2, Management de cluster et de réseaux territoriaux de l'ITIRI à Strasbourg. Et donc ce groupe, c'est Roman Verbeek, Kara Schwark et moi-même, Mirko Payet. Et donc, Roman, c'est à toi. Merci beaucoup Mirko pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter notre étude sur le bien vieillir et notre cartographie, format que nous avons choisi pour illustrer les potentielles coopérations interclusters dans le marché du bien vieillir. Notre objectif a été de mettre en lumière le sujet de la coopération dans le marché du bien vieillir, à travers l'exemple donc de ce marché. Comment l'interclustering peut servir à ce marché? Depuis août, nous travaillons avec France Cluster dans l'élaboration de cet atelier. Notre objectif était de représenter la chaîne de valeur du bien vieillir, qui n'est absolument pas linéaire et qui touche un nombre important de domaines, bien plus qu'on ne pouvait l'imaginer. Pour cette étude, nous avons choisi de partir de la pyramide des besoins de Maslow, que vous connaissez certainement bien avec les différentes échelles. Donc d'abord les besoins essentiels, de sécurité, d'appartenance, d'estime, et enfin les besoins d'accomplissement. On a choisi de ne pas garder le format de la pyramide, mais plutôt de la représenter par une roue, comme vous pouvez voir ici sur la carte, car nous pensons qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les besoins dans le bien vieillir. Chaque secteur, chaque filière a un rôle important à jouer. On a d'abord donc le niveau des besoins essentiels. Donc ici, on va retrouver tout ce qui est santé, agroalimentaire. Au niveau de la sécurité, on retrouvera l'habitat, l'assurance, la finance. Pour ce qui est de la socialisation, on retrouvera les loisirs, tout ce qui touche aux rencontres, à la mobilité, qui permet aux seniors de sortir, mais également le numérique, qui permet de garder un contact, un lien social avec ses proches, mais également avec le monde. Ensuite, on retrouve l'estime. Ici, ce niveau englobera tout ce qui est autonomie de la personne, de façon à rendre la personne, le senior, plus indépendante. Et enfin, au niveau de l'accomplissement, ce niveau concerne la mise en valeur de la personne. Donc ici, on a une première carte avec une vingtaine de logos qu'on a placés. Et ensuite, nous avons passé des liens, en fait, en fonction de chaque niveau, enfin, le cluster, quel niveau couvrait le cluster. Et en fait, à chaque fois où les liens se retrouvent, en fait, ça peut représenter une potentielle coopération entre les clusters. Notre travail a consisté en 4 étapes. Dans un premier temps, on a mené une étude sur le marché du bien vieillir, on s'est renseigné
sur les enjeux, les acteurs du bien vieillir, ces acteurs. Ensuite, de là, on a identifié des domaines clés qui concernent le bien vieillir. On a la sécurité, la nutrition, la mobilité, la santé, l'habitat, l'aménagement, le numérique, le digital, le service à la personne, les loisirs, la robotique, la finance, l'assurance, tout ce qui touche en fait aux besoins du senior. De là, on a identifié un peu plus de 150 clusters parmi l'annuaire de France Cluster qui pour nous ont un rôle à jouer dans le bien vieillir. Ensuite, on a mené une enquête afin d'identifier les offres pour seniors au sein des clusters, les liens de coopération entre ces clusters ou pôles et les acteurs du bien vieillir. On l'a donc interrogé et envoyé un court questionnaire à ces clusters et à ces pôles. Et enfin, nous avons collecté ces informations, puis nous les avons analysées. À partir de ces données collectées, on a élaboré un mapping afin de mettre en valeur les liens de coopération entre les clusters du bien vieillir. Donc, je vais donc vous présenter cette carte. Pour l'instant, comme je vous le disais, on n'a représenté que 20 pôles ou clusters. Elle n'est donc pas du tout exhaustive. On a l'intention de la compléter au fur et à mesure. Lorsque vous cliquez sur un logo, on arrive sur une fiche descriptive. Oh, et un petit... Pardon. Petit souci technique. Voilà. Donc, je vais vous présenter, par exemple, le cluster NSL, qui se situe dans les Hauts-de-France. Donc, à chaque fois, on a repris une fiche descriptive comme ça, en mettant en lumière la mission, la zone géographique, très important, le nombre d'adhérents lorsque cette information était à notre disposition, une petite description du cluster et du pôle, et son lien avec le bien vieillir. Et aussi, on a remis la carte de la France avec la petite roue et le niveau de la pyramide de Maslow qui nous paraissait intéressant pour ce cluster. Donc, on a pris le soin de le faire nous-mêmes. Peut-être que ces clusters et ces pôles l'auraient vu peut-être d'une autre manière. Donc, voilà, c'est pour ça que c'était important de le rappeler. Le placement est non officiel pour le moment. Je pense que dans le futur, on va recontacter ces clusters ou ces pôles pour réajuster si besoin ces niveaux. Donc, si je reprends l'exemple de NSL, depuis 4 ans, le cluster de nutrition, santé et longévité, qui est situé à Lille et qui travaille en étroite relation avec le cluster, enfin le pôle Eurasanté. Ils organisent en fait, donc depuis 4 ans, Aging Fit. C'est un rendez-vous européen dans le secteur de la santé. Ils ont également porté le projet IPA, ce qui est un appartement témoin équipé en produits et solutions dédiés au bien vieillir. Et son expertise provient surtout de son étroite collaboration avec les usagers directement. Donc, par exemple, des réseaux d'aide à domicile, des EHPAD, des résidences autonomie, des CAS, des maisons d'aidants, etc. Voilà. On a un autre exemple avec le génie de l'habitat, par exemple, dans le Grand Est, dont la mission est de rassembler et d'accompagner les industriels français engagés dans la vision commune d'aider les gens à accéder à des lieux de vie plus respectueux. On a aussi le pôle minalogique, par exemple, qui est plus orienté vers les technologies, le numérique, mais qui coopère avec des clusters de la silver economy et d'autres domaines, avec le CHAU de Grenoble, par exemple, pour trouver des manières d'application du numérique pour le marché du bien vieillir. Parmi les produits développés dans le réseau, on a par exemple des systèmes de réalité virtuelle pour les personnes âgées ou des robots d'aide à domicile. On a le cluster montagne aussi, dont la mission est d'accélérer le développement des acteurs de l'aménagement touristique en montagne. Pour certains adhérents de ce cluster, les seniors représentent un groupe cible important. On a un exemple, par exemple, illustrant avec l'entreprise Swincar, qui a développé plusieurs types de véhicules électriques tout-terrain pour permettre aux personnes à mobilité réduite de se déplacer en montagne. Donc ici, on va retrouver les niveaux de la socialisation et de la sécurité, par exemple, ce qui va permettre aux seniors de sortir, de garder un lien social.
et en même temps d'avoir ce côté sécurité pour faciliter leur déplacement. Donc, je parlais tout à l'heure de Rasanté, qui est aussi qui travaille avec le cluster NSL, qui innove dans des domaines transversaux, comme la e-santé, qui concerne beaucoup de secteurs. À titre d'exemple, ils ont développé un détecteur de chute pour accroître la sécurité des seniors. Et afin de toucher au mieux le marché du bien vieillir, le GUE Rasanté coopère avec un réseau d'EHPAD, avec des résidences d'autonomie et le cluster Silver Valley. Donc là, pareil, on touchait les niveaux des besoins essentiels et des besoins qui concernent la sécurité. Et enfin, je vais vous montrer un dernier exemple. Donc c'est Aqui-au-Terme, qui est situé en Nouvelle-Aquitaine, qui compte une quarantaine d'adhérents, dont la mission est de renforcer le positionnement et le dynamisme de la filière thermale du territoire Nouvelle-Aquitaine. Aqui-au-Terme vise les seniors sur les marchés de la santé et du bien vieillir en offrant des cures thermales. L'association travaille essentiellement avec des acteurs de la silver economy, comme par exemple l'Agence de développement et d'innovation de la Nouvelle-Aquitaine. Ici encore, donc, on retrouve les besoins essentiels, également de socialisation, mais également aussi de l'estime. Voilà. Donc, je vous remontre cette petite carte avec les réseaux qu'on peut retrouver ici et qui montre donc les potentielles coopérations entre ces clusters. Notre carte, donc, comme je le disais, elle est bien sûr pas exhaustive et on compte bien la compléter. Là, on est à 21 clusters. On voulait atteindre une vingtaine de clusters pour Philex. Mais donc, on aimerait la rendre plus complète. Et donc, si vous avez envie, si ça vous intéresse, si cette intervention vous a intéressé, si vous aimeriez faire partie exactement de cette carte, de cette map store thématique, qui peut-être un jour verra le jour en version papier, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pouvez laisser un message dans le chat. Et à la fin, on va également laisser nos adresses mail et vous pourrez directement nous contacter. Merci beaucoup, Roman, pour la présentation de ce travail de longue haleine qu'on a vraiment adoré faire au cours de ces derniers mois. Je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Romain Gano. C'est à l'initiative d'AG2R La Mondiale que le sujet du bien vieillir se retrouve cette année au sein de ce forum Philex 2020. Et du coup, on aurait aimé savoir votre opinion sur l'intérêt de ce sujet pour la communauté des clusters français et peut-être souhaitez-vous réagir à notre travail de cartographie. C'est à vous, Romain. Oui, merci. Alors, je vais réagir à votre travail de cartographie avant de parler de l'intérêt de la transition démographique pour les clusters. Alors, je trouve que c'est un beau travail qui amorce bien la réflexion qu'on va avoir avec France Cluster. C'est une belle prestation. Vous avez présenté sur 20 clusters des interactions qui sont intelligentes. Demain, moi, je pense qu'on pourra avoir 150 clusters sur cette carte-là parce que le travail qu'on va faire avec vous, qu'on va démontrer, c'est que la transition démographique impacte l'ensemble du champ de l'activité économique et donc directement ou indirectement l'ensemble des activités des clusters. Vous avez illustré des coopérations en utilisant la pyramide de Maslow, c'est intéressant comme approche. On travaillera, je pense, ensemble après sur avoir des approches plutôt en termes de type de coopération. Je pense qu'il y a des clusters qui peuvent échanger en interclustering sur de l'échange de technologies, d'autres sur de l'appropriation de la connaissance du marché, d'autres sur la connaissance des territoires. Donc voilà, moi je trouve que c'est une très très belle base de travail et comme on est en plus sur un partenariat qui va durer 3 ans, on va l'approfondir avec France Cluster tous ensemble. Donc, ouais, moi, je dis bravo pour cette première étape, sachant que ce n'était pas évident quand avec Xavier on a décidé ensemble de travailler sur la thématique de la transition démographique et des clusters. On était tous convaincus intuitivement de l'intérêt, mais après il faut maintenant avancer et apporter des preuves factuelles ou des éléments tangibles. Et voilà, et je pense que vous venez d'apporter une première brique à ça, que cette table ronde va être une autre brique et que nos travaux sont sur la bonne voie. Je vais commencer ma prestation, ma présentation maintenant. Donc, AG2R La Mondiale, rapidement, AG2R La Mondiale est un groupe complet d'assurance de personnes, complet de par ses activités, retraite, prévoyance, santé, épargne. C'est important, c'est un groupe aussi paritaire mutualiste qui aujourd'hui déploie ses activités pour 15 millions de personnes assurées et pour 500 000 entreprises clientes en France. On peut passer.
C'est un groupe issu des territoires et au cœur des territoires. Et c'est en cela aussi qu'on se rapproche un petit peu de l'histoire des clusters. Aujourd'hui, historiquement, notre groupe est né des territoires et est implanté sur l'ensemble des territoires français avec en local des collaborateurs, mais aussi 991 administrateurs et délégués qui sont répartis sur l'ensemble du territoire et qui soutiennent l'écosystème local et les résidents locaux. C'est ce qui se traduit après dans notre politique d'engagement sociétal. On peut passer aussi. Rapidement. Donc, le groupe est engagé aujourd'hui sur le bien vivre ensemble autour de 3 composantes du développement durable. La première, c'est l'efficacité économique. Nous soutenons l'activité économique, l'emploi, nous investissons dans l'économie réelle. Nous pilotons toute une organisation financière et avons été un acteur en avance de phase sur ces sujets-là dans notre démarche d'investisseurs responsables. Nous consacrons chaque année près de 80 millions d'euros pour aider les personnes fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives, dont celle des clusters qui travaillent dans nos métiers. Et enfin, évidemment, nous apportons une grande attention à la durabilité environnementale de nos actions. On peut passer aussi. Le groupe a un engagement qui est très fort aux côtés des clusters et qui n'est pas forcément connu et reconnu. On collabore sur des clusters thématiques qui sont en lien avec les métiers du groupe aujourd'hui. Donc, il y a des clusters sur la FinTech, la SurTech, sur la Silver Economy, sur la santé ou sur l'économie sociale. Ce qui est intéressant quand on dit on collabore avec des clusters, ce n'est pas de la subvention ou du mécénat. Non, je parle bien de collaboration partenariale. Je vais citer 2 exemples. Nous collaborons avec un cluster médical en Rhône-Alpes qui pilote pour le compte de la G2R à la mondiale un appel à projet qui s'appelle Med4Edge. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir notre partenaire et ami Nicolas Menet de la Silver Valley. Aujourd'hui, quand nous travaillons des clusters de la Silver Economy et du bien vieillir, c'est pour faire avancer, pour déployer des dispositifs concrets au service de nos allocataires, pour faire avancer l'économie du grand âge, mais surtout pour avoir une vraie vision entrepreneuriale du sujet. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que les produits des clusters rencontrent leur marché. Et dans la Silver Economy, on a un travail que Nicolas présentera tout à l'heure sur le passage à l'échelle. Pour nous, les clusters sont un moteur et de l'activité des territoires et du dynamisme des territoires, mais aussi un moteur de l'innovation au service des assurés et même un modèle de coopération entre les acteurs. Ce qui nous frappe aujourd'hui, nous en action sociale, nous avons une position qui est de dire il faut qu'on travaille des coalitions d'acteurs pour être plus fort, et c'est quand même ce qui existe dans les clusters depuis 20 ans en France, c'est bien cette coalition d'acteurs au service d'une thématique et d'un territoire. On peut passer. Ce qui était important dans les travaux que nous avons avec France Cluster, c'est d'insister aujourd'hui sur les 3 grandes transitions structurelles. Les clusters connaissent tous aujourd'hui la transition numérique qui touche l'ensemble des activités économiques depuis une quinzaine d'années. La transition écologique aujourd'hui est bien prise en compte, mais il y a un 3e mouvement structurel, mais de l'économie même, à côté de ça, même, qui est la transition démographique. Les chiffres ont été rappelés en début de table ronde. La transition démographique est une lame de fond. Ce n'est pas une question qui est liée forcément à la retraite. C'est une évolution de la société française et occidentale aujourd'hui. On peut changer. Quelques exemples. Alors, la transition démographique va impacter toutes les filières. Volontairement, je ne parle pas des filières santé, habitat dont on a parlé. Je vais vous donner 3 éléments. Sur la filière automobile, aujourd'hui, 54% des acheteurs de véhicules neufs sont des seniors. Dans la grande distribution, les seniors sont à l'origine aujourd'hui d'un achat sur 2 dans la grande distribution. Dans le tourisme, les seniors en France, à chaque fois, représentent 22,2 milliards de dépenses touristiques. Quand on regarde tout à l'heure les clusters que vous nous avez présentés, la plupart des clusters étaient des clusters sur lesquels on aurait pu penser en première intention qu'ils avaient un lien avec le vieillissement. Ça, c'est déjà une très belle étape. Mais il y a aussi toutes ces activités-là dont on ne pense pas aujourd'hui. La transition démographique touche l'ensemble de l'activité économique. Et le travail qu'on veut faire avec France Cluster et sur l'interclustering, c'est bien que des clusters de la Silver Economy, et dont Silver Valley est le chef de file aujourd'hui en Europe, puissent travailler en coopération avec d'autres clusters sur la prise en compte de la transition démographique, mais dans une logique de gagnant-gagnant. Je pense que Silver Valley, les clusters de la Silver Economy auront un intérêt à rencontrer des acteurs d'autres filières qui innovent sur l'habitat, sur la santé, sur les capteurs, sur les parfums peut-être, sur les jouets pour enfants. Mais les clusters, on va dire, des autres thématiques auront un vrai intérêt à travailler avec des clusters de la Silver Economy pour connaître les appétences du marché, la façon d'accéder au marché.
Je donne un exemple qui est assez simple. On a parlé tout à l'heure de véhicules pour aller en montagne. On parle de capteurs technologiques en EHPAD qui sont faits par des clusters, des clusters médicaux qui travaillent sur les dispositifs médicaux pour des seniors. Mais il faut que ces clusters-là aillent voir les experts de la Silver Economy pour parler accès marché, envie des seniors, usage des seniors. Et c'est vraiment le travail qu'on veut faire avec vous. Je conclurai là-dessus. Je suis persuadé qu'il y a un interclustering très vertueux à avoir sur la transition démographique. D'autant plus que c'est un phénomène qui va vraiment s'accélérer et qui aura des conséquences économiques extrêmement importantes, mais à très court terme pour l'ensemble de l'activité économique. Merci à vous. Merci Romain Gano pour cette réaction déjà encourageante concernant le travail qu'on a mené et pour votre présentation très, très intéressante. Et je peux parler d'un point de vue personnel que en tant qu'étudiant en des futurs animateurs potentiels de clusters, je suis ravi de voir que les clusters peuvent être à ce point des outils pour favoriser les changements sociétaux. Donc c'est très, très encourageant. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai encore une minute, Mirko, pour répondre à une question qui a été posée, que j'ai vu s'afficher quand je… On va répondre aux questions à la fin. À la fin, je pense que ça serait plus simple. Alors, je me la note. OK. Merci. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Nicolas Menet. Donc, Nicolas Menet, vous êtes le directeur général de Silver Valley, le plus gros cluster de la Silver Economy en Europe. Et donc, vous êtes un expert sur ces questions du bien vieillir. Alors, est-ce que vous souhaitez présenter votre organisation et également, à l'instar de Romain Gano, réagir à notre travail? Et ensuite, la question qu'on a pour vous, c'est la coopération intercluster au service des seniors représente-t-il un intérêt pour vous? C'est à vous. Bonjour à tous, bonjour à tous les participants. Je voudrais remercier particulièrement France Cluster et Xavier Roy, le directeur général, ainsi que le président, M. Ancel, pour ce forum Filex qui a un succès incroyable, parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs centaines de participants sur les 2 jours. Donc félicitations pour cet événement et surtout félicitations pour avoir fait du bien vieillir un dénominateur commun à toutes les filières. Et bien sûr, merci à AG2R aussi qui a toujours un temps d'avance sur les phénomènes de société, comme l'a expliqué Romain très modestement, mais AG2R a un rôle fondamental à la fois dans les clusters et sur le secteur du bien vieillir, la Silver Economy. Effectivement, si aujourd'hui Silver Valley est considéré comme le cluster le plus important en Silver Economy en Europe, c'est en partie grâce à AG2R, bien sûr, qui nous soutient depuis le début, parce qu'ils ont bien compris l'intérêt de ce sujet-là. Alors oui, je vais peut-être présenter rapidement Silver Valley. Ce qui est bien, c'est que tout le monde sait ce que c'est qu'un cluster ici et qu'on n'est pas obligé de ne pas utiliser le terme de cluster, parce que c'est malheureusement le cas actuellement. Donc on parle plutôt de regroupement d'acteurs, regroupement d'entreprises, regroupement d'organisations actuellement, mais au moins ici, on peut complètement assumer le terme de cluster. Donc effectivement, Silver Valley existe depuis 2013 dans sa formule actuelle, puisqu'il y a une filière qui a été créée ex nihilo qui s'appelle Silver Valley. À ce jour, on a 4000 professionnels de la longévité qui sont affiliés à notre cluster et on a surtout une communauté de 9000 personnes âgées entre 60 et 90 ans qui participent au quotidien aux actions d'innovation pour la Silver Economy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul des 300 projets accompagnés par Silver Valley qui ne passe pas par les fourches codines des usagers finaux. Pourquoi cette importance de l'usager dans notre filière de la Silver Economy? C'est que la difficulté de la Silver Economy, c'est que c'est à la fois un secteur vraiment purement marchand, avec des biens de consommation, des produits, des services, des plateformes numériques, mais c'est aussi un secteur qui est à la frontière complexe de la santé publique, de l'intérêt général, de la politique publique du vieillissement et du secteur médico-social et sanitaire, donc complètement lié à la santé. Donc on est vraiment dans le cadre de la Silver Economy sur une filière éminemment complexe qui doit prendre en jeu toutes ces difficultés, ce qui n'est pas forcément le cas. Par exemple, on nous dit souvent, voilà, on compare souvent la filière automobile, qui est un petit peu une des plus anciennes filières, à la Silver Economy, mais aujourd'hui, on est sur des sujets de société, tout comme on est sur des sujets d'économie et des sujets de politique. Donc, on passe notre temps à jongler avec ce genre d'approche. Et effectivement, aujourd'hui, en tant que cluster
européen, Silver Valley est accompagné et financé par des acteurs comme AG2R, qui est vraiment privé, mais aussi la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la région Île-de-France, des collectivités locales et des grands groupes industriels comme Orange, Engie, EDF, etc., qui, en fait, voilà, on est toujours à cheval entre cette approche-là. Donc nous, notre objectif, comme tous les clusters, c'est d'accélérer bien sûr l'innovation et aussi d'accompagner les projets de façon le plus rigoureusement possible. Et bien sûr, on a toute une activité d'offres de services que vous connaissez tous dans le cadre des clusters, à savoir le networking. Alors, il faut noter effectivement pour l'année 2020, je pense qu'on est tous dans ce cas-là dans les clusters. On a tous on a énormément progressé dans l'organisation d'événements digitaux et on se rend compte que ça fonctionne très bien, qu'il y a énormément d'avantages et qu'on peut fédérer beaucoup plus de personnes. Et le forum Philex en est la preuve. Donc voilà un petit peu pour une présentation rapide de Silver Valley. Je voudrais maintenant effectivement réagir à votre Mapster, Silver Economy, en tout cas bien vieillir. D'abord, je vous félicite de l'initiative. J'ai participé aussi avec vous. J'ai répondu à plusieurs sollicitations de votre part pour expliquer un petit peu la filière. Je pense que c'est absolument fondamental, effectivement, ce travail d'interclustering. Parce que, comme ça a été rappelé déjà depuis tout à l'heure, la Silver Economy est complètement transversale. Il n'y a quasiment aucun secteur de l'économie et de la santé publique ou des politiques publiques qui ne soit pas impacté par la Silver Economy. Pourquoi? Tout simplement parce que la France, avec le Japon et les États-Unis, sont les pays où on vit le plus longtemps au monde et en bonne santé. L'espérance de vie d'une femme en française est de 85 ans. Il y a 30% de la population qui a plus de 60 ans et on a vraiment un pays vieillissant, mais ce n'est pas forcément négatif, bien au contraire, parce que les seniors d'abord ont à peu près 7% de pouvoir d'achat supplémentaire par rapport au reste de la population et surtout les seniors français en particulier sont propriétaires, possèdent 60% du patrimoine. Pardon. Donc quand je dis patrimoine, 60% du patrimoine, c'est du patrimoine immobilier en particulier, ce qui ne veut pas dire que tous les seniors sont riches. Ils ne sont pas riches en trésorerie, mais ils sont riches en patrimoine immobilier, ce qui veut dire qu'en fait, il y a plusieurs possibilités. Déjà, ils ont des possibilités de soldabilisation concernant la consommation pour la longévité, donc la consommation pour les innovations pour la longévité, et aussi ils ont la possibilité, par la liquéfaction des patrimoines, de pouvoir réinsuffler des liquidités dans l'économie réelle. Donc, ils ont une part très importante, évidemment, par rapport à l'économie. Là, je parle de la partie économie. Et sur le plan, évidemment, social, le fait qu'il y a 4 millions à peu près de personnes âgées qui sont fragilisées, qui ont besoin de l'aide d'autres personnes, que ce soit en famille ou avec des professionnels, c'est un petit peu, quelque part, les seniors qui sont le ciment de la société. D'abord parce qu'on doit les aider, évidemment, mais aussi parce qu'ils aident eux-mêmes énormément de personnes. Donc, par exemple, les aidants familiaux, qui sont aujourd'hui 11 millions, ils sont souvent déjà des seniors. Donc aujourd'hui, un des signaux faibles de la Silver Economy, c'est qu'on a des gens qui parfois ont 75 ans, qui peuvent être considérés comme des personnes âgées, qui en réalité sont des aidants de personnes encore plus âgées qu'elles. Donc elles ont une expertise dans la longévité. Donc ça, c'est un autre facteur très important pour le développement de notre filière, c'est que les personnes âgées qui sont en train d'arriver dans le grand âge, donc les boomers, ceux qui sont nés après la guerre 39-45, ont une expertise de la longévité. Ce qui fait que ces personnes savent très bien comment est-ce qu'il faut gérer sa longévité et ils sont prêts eux-mêmes à financer une partie, je dirais, sur leur denier propre d'innovation liée à la longévité. Ça veut dire que la Silver Economy ne va pas être qu'une économie subventionnée dans les années à venir, ce n'est pas qu'une économie publique, c'est aussi lié à l'argent privé des personnes âgées qui ont envie d'être acteurs et actrices de leur vieillissement. Donc ça, c'est un point fondamental qui change absolument la donne concernant la filière Silver Economy. Et comme l'a rappelé Romain très justement, la Silver Economy, ce n'est pas que la santé, ce n'est pas que le médico-social, c'est aussi tout le reste, c'est tous les secteurs de la distribution, par exemple, on a vu tout à l'heure. C'est pour ça que la coopération interfilière est absolument fondamentale et donc je salue à ce niveau-là le travail.
Et pour terminer, je voudrais profiter de cet événement de France Philex, du Forum Philex, pardon. Je voudrais profiter de cet événement pour vous dire qu'on a créé quelque chose pour vous, que je mets là dans le chat actuellement, que vous voyez aussi sur la slide qui est affichée. On a fait 2 constats sur la Silver Economy. Donc aujourd'hui, il y a environ 500 startups qui sont recensées en France sur la Silver Economy, dans tous les territoires, bien sûr, et qui sont parfois sur les secteurs de la Silver Economy à 50, 60 ou 30%. Donc souvent, ces startups sont aussi dans d'autres clusters qui sont partenaires de Silver Valley, soit évidemment qui sont adhérents à France Cluster. Donc il y a beaucoup d'innovations, beaucoup d'innovations qui ne sont pas forcément ni orientées sur le besoin de la personne âgée, ce qu'il faut absolument corriger, et qui n'ont pas forcément les capacités de passage à l'échelle, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est de toucher le plus de bénéficiaires possible. Étant donné que Silver Valley, effectivement, a beaucoup de recul et beaucoup d'expérience sur ces sujets-là, en partenariat avec l'école Centrale Supélec, on a créé un autodiagnostic d'innovation en Silver Economy, qui est entièrement gratuit, qui est dédié à tous les innovateurs, quels qu'ils soient, qui vont s'intéresser de près ou de loin à la Silver Economy. Vous trouverez dans le chat le lien, vous pouvez cliquer dessus, vous pouvez aller répondre aux questions, vous pouvez vous amuser à tester vos projets d'innovation, que ce soit pour vous, innovateurs ou évidemment directeur ou président de cluster, le diffuser auprès des personnes que vous accompagnez, des projets que vous accompagnez, parce que l'idée, c'est autour de ces 20 questions qui sont issues d'une très grande méthodologie, très gros travail de méthodologie qu'on a fait avec l'école Centrale Supélec, permet à la fois de diagnostiquer de la pertinence de l'innovation, de l'utilité de l'innovation, de la faisabilité de l'innovation, de la réponse aux besoins de l'innovation. Et on a été chercher des tips, on a été chercher des modèles d'innovation. Donc c'est une véritable méthodologie pour appuyer, approfondir votre projet ou les projets que vous accompagnez dans les différents clusters pour vous donner un petit peu de Silver Valley finalement. C'est la générosité de la filière Silver Economy. Et l'idée, c'est de pouvoir vous aider à mieux coopérer entre vous, avec nous aussi, de vous rappeler que Silver Valley est effectivement un centre d'expertise en Silver Economy, grâce à ses partenaires et à ses adhérents, bien sûr. Et donc, pour tous les clusters qui nous écoutent, même si vous avez 15-10% des projets qui sont en lien avec le vieillissement de la population, sachez que sur ces quelques projets que vous accompagnez, vous pouvez compter sur Silver Valley, sur son expertise en innovation pour la Silver Economy, pour pouvoir approfondir les projets, les professionnaliser, travailler sur leur mise à l'échelle et surtout la réponse à l'utilité. Je terminerai par un exemple très simple. Aujourd'hui, il y a Pardon, j'étais perturbé par une question dans le chat. En plus, c'est Francis que je connais bien. Bonjour Francis. Aujourd'hui, on comptabilise à peu près 200 projets d'innovation plus ou moins stables et fiables sur la détection de chute des personnes âgées au domicile, par exemple. Ces projets fleurissent partout dans tous les territoires sans forcément ni avoir travaillé sur le besoin de l'usager. Parfois, il y a des projets qu'on voit arriver où, à part sa grand-mère ou sa grande-tante qui évidemment a trouvé le projet génial, aucun projet n'a été testé auprès d'une communauté de seniors donc on n'a aucune capacité de savoir, de connaître l'utilité du projet. Et aussi, surtout, certains projets sont faits en cavalier seul, alors que quand vous créez un détecteur de chute, quel qu'il soit, que ce soit un objet connecté, une caméra, un bracelet, un radar, tout ce que vous voulez, mais en fait, il faut absolument connaître en profondeur son marché. Et nous, aujourd'hui, on peut considérer qu'on a une très bonne visibilité sur l'ensemble du marché européen, sur par exemple la détection de chute, sur l'adaptation de l'habitat, sur le lien social, sur la nutrition, tout ce genre de sujets. Donc, n'hésitez pas à nous consulter si vous voyez arriver des projets, et ça va être de plus en plus le cas, des projets de Silver Economy qui sont propres aux filières, et n'hésitez pas à utiliser cet autodiagnostic. J'ai le plaisir finalement d'inaugurer chez vous aujourd'hui auprès de tout le monde. Donc, merci beaucoup de l'opportunité de m'avoir laissé parler sur ce sujet-là. Et puis, à votre disposition pour des questions.
Merci beaucoup Nicolas Monet pour votre intervention, le partage de votre expertise sur le bien vieillir et pour le partage de cet outil des plus intéressants qui, j'espère, sera utilisé par les membres de notre public et partagé également. Notre dernier intervenant, c'est Monsieur René de Lafarge. Ça va être à vous. Donc, vous êtes le directeur général de Nova Child, le cluster français dédié à l'enfant. Alors, à première vue, vous vous positionnez davantage sur le bien grandir que sur le bien vieillir. Et vous vous intéressez aux enfants et aux familles. Mais dans les familles, il y a aussi des grands-parents. Alors, vous qui avez mené des études sur les seniors, en quoi cette cible vous intéresse? Et peut-être, à l'instar de nos deux premiers intervenants, souhaiterez-vous réagir à notre travail également? Merci, c'est à vous. Merci Mirko. Donc bonjour à tous. Effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaitais remercier France Cluster de me donner la parole sur cet atelier consacré au bien vieillir. Même si je ne vous ne cache pas, effectivement, Mirko, vous l'avez dit, quand on m'a sollicité pour intervenir sur cette table ronde, je me suis demandé si j'étais le mieux placé pour répondre à cette thématique du bien vieillir, quand notre activité est forcément davantage orientée sur le bien grandir. Mais vous allez le voir, les passerelles sont quand même assez présentes. Donc, je suis René Lafarge, je suis directeur général de Nova Child. C'est quoi Nova Child? C'est donc un cluster, évidemment, un réseau d'acteurs uniques en Europe, constitué donc d'entreprises, de centres de recherche, d'écoles, tous unis autour de l'innovation pour le bien-être de l'enfant et de sa famille. On a environ 70 adhérents. On est basé à Cholet, une petite équipe de 5 personnes. Voici un aperçu de nos adhérents. C'est la slide après. Donc, ce qu'il faut retenir en fait de cet aperçu, c'est vraiment la diversité qui fait la richesse de notre réseau, hein, diversité en termes de taille d'entreprise, puisqu'on a aussi bien des grands groupes que des PME, des porteurs de projets, des startups. Diversité également en termes de secteur d'activité, puisque nos entreprises adhérentes peuvent aussi bien évoluer dans la puériculture, l'alimentation, la mode, le jouet, le sport, le service. Et puis diversité en termes de localisation, puisque nos adhérents aujourd'hui évoluent sur tout le territoire national. Alors, qu'est-ce qu'on propose à nos adhérents? Aujourd'hui, notre offre de service en fait repose sur 3 pôles avec évidemment au cœur de notre métier l'innovation. L'Observatoire, dont la mission est vraiment d'aider nos adhérents à mieux comprendre le marché de l'enfant et de sa famille à partir d'un travail de veille internationale quotidienne. L'Observatoire sont aussi des événements réguliers qui décryptent les tendances, les problématiques de ce marché avec le regard d'experts, de chercheurs, d'industriels et puis avec notre regard évidemment. Deuxième pôle, c'est le Living Lab, un service qui est né de la volonté de nos adhérents, il y a maintenant près de 7 ans. Nos adhérents qui avaient besoin de remettre l'usager au cœur du processus d'innovation en leur permettant de tester auprès de lui des concepts, des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouveaux marchés également. Le Living Lab, c'est donc un véritable outil d'écoute du consommateur, de l'usager, exclusivement dédié donc à nos adhérents et qui offre aujourd'hui une offre complète d'études. On a aussi un panel de 3000 familles qu'on peut solliciter aussi régulièrement. Alors, parmi nos dernières études, je peux citer Familles confinées avant, pendant et après, que nous avons lancé pendant le premier confinement, afin de permettre à nos adhérents de mieux comprendre comment ces familles vivaient ce moment, comment elles voyaient leur mode de consommation se transformer à cause du contexte sanitaire. Autre étude, c'était Family Live rentrée, où comment on a suivi aussi quotidiennement 8 familles pendant 6 semaines durant cette période de rentrée scolaire assez particulière. Autre étude, la perception du bio par les enfants, le packaging de produits agroalimentaires pour les 7-11 ans, enfin, toute une multitude de thématiques. Le Living Lab nous permet aussi de nous intéresser à certaines tranches de la population. On vient de lancer début octobre une étude assez unique en son genre, qui s'appelle Novado, qui va suivre quotidiennement 8 ados français pendant 1 an, afin de mieux les comprendre, capter leurs aspirations, leurs envies durant cette période qui est l'adolescence. On le sait, un moment assez charnière de la vie. On a également étudié les papas il y a quelques années, et puis aussi et surtout les grands-parents que nous avons étudiés en 2017. Alors c'est sur la slide d'avant, des grands-parents qui ont pu évoluer, voir leur rôle de plus en plus important, en tout cas dans les familles d'aujourd'hui. Je vais très vite y revenir. Le dernier pôle, c'était le pôle animation. Ça c'est effectivement primordial pour notre réseau, multiplier les points de rencontre, les temps de réflexion communes, les partages d'expériences. On a des groupes de travail aussi sur des problématiques communes. On a actuellement 6, notamment sur la qualité perçue, la blockchain, les communautés.
Ce qu'il faut juste retenir, en fait, c'est que si vous avez une problématique qui touche l'enfant et ou sa famille, eh bien, il faut avoir le réflexe NovaChild. Nous mobiliserons en tout cas notre réseau pour vous aider à y répondre et à avancer pour innover au service du bien-être de l'enfant et de sa famille. Alors aujourd'hui, NovaChild a pour mission d'aider les entreprises à innover pour le bien-être de l'enfant et de sa famille, c'est important. Comment voulez-vous étudier effectivement l'enfant sans étudier son environnement quotidien et donc sa famille? Évidemment, sa famille, ce sont aussi les grands-parents. Et c'est à ce titre que régulièrement, nous faisons le point avec nos adhérents sur ces grands-parents, des grands-parents de plus en plus présents, comme je l'ai dit, au sein des familles. Comme je vous le disais aussi, bien vieillir, bon, ce n'est pas vraiment notre leitmotiv, on va dire, mais bien grandir, bien s'épanouir, oui. Et pour s'épanouir, nos enfants ont besoin de leurs grands-parents. Et en effet, d'après une étude publiée récemment par l'Université d'Oxford, menée auprès de 1500 enfants au Royaume-Uni, les enfants qui passent du temps avec leurs grands-parents seraient plus heureux que les autres. Ils auraient moins de problèmes dans la vie, moins de troubles émotionnels et comportementaux. Ils seraient également plus sociables, tiendraient de bonnes relations avec les autres membres de la famille. Être proche de ses grands-parents serait donc bénéfique pour le développement de l'enfant. Et puis en parallèle, c'est un autre travail de recherche mené il y a 3 ans auprès de 500 personnes âgées à Berlin qui montre que les personnes qui gardent des enfants voient leur espérance de vie rallongée. Les petits-enfants ont donc un impact positif sur la santé de leur aîné. Les explications semblent aussi logiques. Garder ses petits-enfants permet notamment de préserver ses capacités intellectuelles, de retarder l'altération de la fonction cognitive. Finalement, les grands-parents ont donc besoin de leurs petits-enfants pour bien vieillir et les petits-enfants ont besoin de leurs grands-parents pour bien grandir. Il est là, à mon avis, ce lien intergénérationnel qui existe entre ces deux populations et c'est précisément l'objet de notre étude que nous avons menée pour nos adhérents en 2017 auprès d'un échantillon de plus de 1600 personnes, représentatif de la population des grands-parents français. Alors d'abord, qui sont ces grands-parents? Alors, l'INSEE mesurait qu'en 2011, la France métropolitaine comptait 15,1 millions de grands-parents avec une part plus importante des grands-mères, 8,9 par rapport aux grands-pères, 6,2 millions. On devient en moyenne grand-mère à 54 ans et grand-père à 56 ans. Alors évidemment, les grands-parents que nous connaissons depuis quelques années n'ont plus rien à voir avec les images du papy Père Noël, de la mamie Nova. Aujourd'hui, les grands-parents modernes sont de plus en plus jeunes, mais surtout de plus en plus impliqués au sein de la famille. Comment ils communiquent, ces grands-parents, avec leurs petits-enfants? Comment se construit ce lien? Via le téléphone, d'abord, qui reste le média privilégié de la relation grands-parents-petits-enfants pour une utilisation quasi quotidienne. 42% des grands-parents utilisent leur téléphone quotidiennement pour appeler leurs petits-enfants. On comprend mieux ces pubs d'opérateurs de téléphone qui mettent en scène les grands-parents. La dernière d'Orange, d'ailleurs, avec le papy licorne, est à voir absolument. D'ailleurs, elle met en exergue le fossé qui est parfois immense de compréhension de ces applications type Snapchat, très friand des enfants. Je vous invite à voir cette pub, elle est vraiment très bien faite. Il faut savoir aussi que, bien qu'utilisés par moins de 1 grand-parent sur 2, les réseaux sociaux et la webcam sont davantage pratiqués par les jeunes grands-parents, à l'inverse du mail, du courrier. Il faut savoir aussi que 79% des grands-parents, s'ils le pouvaient, aimeraient davantage communiquer avec leurs petits-enfants, un besoin qui s'accentue à 81% lorsque les petits-enfants entrent dans la période de la préadolescence et de l'adolescence. On voit bien ce besoin de lien que recherchent là les grands-parents. Alors pour faire quoi? Pour discuter, pour parler. C'est la première activité que les grands-parents effectuent avec leurs petits-enfants à 67%, et puis jouer ensuite à des jeux évidemment en deuxième position pour 56% des grands-parents, puis cuisiner ensemble pour 35%. Les mamies réalisent en moyenne 1,3 fois plus d'activités que les papis, des grands-pères qui se montrent davantage intéressés lorsqu'il s'agit de nouvelles technologies. Discuter, parler, transmettre du savoir. 7 grands-parents sur 10 enseignent les règles de bonne conduite. Une transmission de savoir qu'on retrouve sur toutes les sous-populations observées. 5 parents sur 10 aussi aiment aussi transmettre leur culture, leurs connaissances en matière d'alimentation et de cuisine. Et puis donc inversement, les grands-parents restent au fait des évolutions technologiques ou sociétales grâce aux apports de leurs petits-enfants. C'est exactement ce que je disais sur Snapchat tout à l'heure. Et encore, je crois que le confinement a dû pousser certains seniors à utiliser ces applications, notamment WhatsApp. On trouve même des seniors sur TikTok. Il y a certains comptes qui sont d'ailleurs de vrais succès avec plusieurs millions de followers. C'est TikTok, vraiment l'application du moment auprès des plus jeunes. Retenons sur cette partie que l'apport du petit enfant est indéniable sur la qualité de vie du grand-parent qui se dit plus épanoui physiquement à 68%, psychologiquement à 85%. Il est également plus optimiste à 65%.
Bonheur et joie constituent les premières réactions lors de l'arrivée du premier petit enfant, à 89%. Alors ça paraît très logique, mais c'est quand même des choses à souligner. Être grand-parent, on l'a vu tout à l'heure, c'est aussi prendre une part de responsabilité je dirais, dans l'économie, dans l'équipement des familles, notamment à l'arrivée du premier enfant. Alors c'est vrai que les grands-parents sont présents parmi les plus gros postes d'achat. On a estimé en France qu'environ 5 millions de grands-parents étaient impliqués dans l'achat de produits de grosse puériculture, dont 2 millions avec une certaine autonomie dans le choix des produits. Quelques petites datas sur Noël, parce que c'est d'actualité. Dans la majorité des cas, l'achat de cadeaux pour le petit enfant est centré sur le plaisir de l'enfant, à 85%. Le plus important, les grands-parents veulent faire plaisir à leurs petits-enfants. Le budget moyen investi par les grands-parents par petit enfant, c'est 60 € à Noël. À titre de comparaison, 55 € pour un anniversaire, 35 € pour un cadeau sans occasion particulière. Et à Noël, les grands-parents offrent en moyenne 2,7 cadeaux à chaque petit-enfant. Pour terminer sur cette étude que je n'ai fait que survoler, voici une typologie de 5 profils de grands-parents que nous avions identifiés en synthèse de cette étude. Je ne vais pas revenir dessus. Le néo-grand-parent, pardon, l'active mamie, le papy bonbon, la mamie épanouie, le papy chef. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez, n'hésitez pas, je vous enverrai ces profils. Je voulais juste vous présenter quelques données de cette étude qui avait aussi pour but, nous, de montrer à nos adhérents que la cible des grands-parents, dès lors que l'on propose des produits ou des services à des enfants ou aux parents, est une cible évidemment à considérer. Et d'ailleurs, pour finir, je souhaitais vous présenter quelques initiatives, quelques entreprises qui ont centré leurs activités sur cette relation intergénérationnelle. Yaya et Papou, c'est la première box par abonnement pour les grands-parents, leurs petits-enfants. Au menu, donc tous les 2 mois, vous recevez une box avec des activités durables à réaliser ensemble, des conseils d'éducation positive, des idées de recettes, d'activités, des surprises à découvrir, à partager. Alors, outre les activités à faire avec les petits-enfants, l'idée d'aborder des questions d'éducation positive est également intéressante parce que les grands-parents sont parfois dépassés par ces nouvelles formes d'éducation, de plus en plus demandées par les parents. Même si on l'a vu tout à l'heure, les grands-parents ont une capacité aussi à faire passer des messages peut-être plus facilement que les parents à leurs petits-enfants. Yaya et Papou, donc c'est tout nouveau. Les premières box sont prévues pour février et sont en pré-vente. Et en plus, c'est une initiative qui est née en Pays de la Loire, donc je voulais la souligner. Autre initiative, c'était Famille Léo. C'est une sorte de réseau familial, je ne sais pas si vous connaissez, qui c'est pour donner pour mission de préserver ce lien intergénérationnel. En gros, chacun des membres de la famille dépose des messages, des photos de son quotidien sur une appli, qui sont ensuite publiées sous la forme d'une gazette papier que recevra le senior. Une très belle idée et qui fonctionne maintenant depuis plusieurs années. Autre idée, une belle initiative de la part du groupe Ferrero avec ses Kinder qui a lancé l'opération la plus douce des surprises à la sortie du premier déconfinement et qui permettait aux petits-enfants de servir des petits œufs jaunes pour envoyer des messages ou des petits cadeaux à leurs grands-parents isolés. Et là, on voit aussi un peu comment les petits-enfants peuvent aussi prendre soin de leurs grands-parents. Puis enfin, pour terminer, il existe tout un tas de sites web destinés aux grands-parents pour les aider notamment dans leur rôle. On avait bien aimé grandmercredi.com pour son ton moderne, décalé, drôle, notamment avec son guide des 100 conseils pour rester des grands-parents extraordinaires. Voilà pour cette revue. Pour conclure et se projeter un peu, on l'a évoqué tout à l'heure, voici quelques chiffres quand même que l'ONU a publiés en 2019 et qui posent question. Dans un peu plus d'une décennie, donc la planète comptera probablement environ 8,5 milliards d'habitants, près de 10 milliards d'ici 2050 contre 7,7 milliards aujourd'hui. D'ici 2050, une personne sur 10 dans le monde aura plus de 65 ans, contre 1 sur 11 en 2019. D'ici 2050, une personne sur 4 vivant en Europe et en Amérique du Nord pourrait avoir 65 ans ou plus. En 2018, pour la première fois de l'histoire, les personnes âgées de 65 ans et plus étaient plus nombreuses que les enfants de moins de 5 ans. Le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus devrait tripler, passant de 143 millions en 2019 à 426 millions en 2050. Nul doute qu'au regard de ces chiffres, le renforcement de ces liens entre générations apparaît comme l'un des grands enjeux des évolutions sociétales à venir. Et évidemment, aussi une réflexion concernant l'interclustering dont on parle depuis maintenant le début de cet atelier. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Lafarge. C'était vraiment une étude passionnante et je pense qu'au vu des retours dans le public, tout le monde sera d'accord pour le confirmer. On va donc passer à la session questions. Et ma collègue Cara a fait une sélection dans le chat des questions. Et on va prendre pour cela à peu près 5 minutes pour avoir le temps d'exprimer les mots de la fin.
Oui, merci beaucoup Mirko et surtout merci à vous d'être nombreux d'avoir posé des questions. Je souhaiterais adresser une première question à Romain Gano qui était déjà sur le point de réagir tout à l'heure. La question de la reconnaissance des seniors au niveau politique comme facteur d'innovation et de croissance économique. Oui, alors, je ne peux pas parler pour les hommes politiques. Je pense qu'il y a quand même aujourd'hui une reconnaissance, alors peut-être pas par les politiques, mais par les acteurs institutionnels comme la CNAV, les groupes de protection sociale ou même Silver Valley, de dire nous, on a fait un choix chez AG2R de les remettre au cœur du processus d'innovation. C'est-à-dire, on ne déploie pas un service qu'on n'a pas fait tester par des seniors. On ne considère pas les seniors que comme des personnes fragiles dans une vision misérabiliste de la société du vieillissement. Il y a des seniors fragiles sur lesquels on doit intervenir en action sociale, mais les seniors sont des acteurs économiques, sociaux à part entière. Et pour moi, c'est une conviction personnelle que je porte depuis longtemps, sont les moteurs du développement économique et de l'innovation des services qui leur sont destinés. C'est des convictions qu'on a et qu'on partage avec Nicolas, avec d'autres acteurs. Et c'est vrai que moi, quand j'entends des politiques encore intervenir à la télé pour dire nos papis, nos mamies, nos grands-parents, je trouve que c'est une infantilisation des seniors qui n'est plus acceptable aujourd'hui. Voilà. C'est une conviction personnelle. Je ne peux pas répondre à la place des politiques, mais je peux donner ma conviction de citoyen et les actions opérationnelles qu'on mène sur ce sujet-là. D'accord, merci beaucoup Romain Gano pour cette réaction. Ensuite, on a un deuxième commentaire également de Francis Collier qui dit beaucoup de seniors ne souhaitent pas et ne sont pas des consommateurs fragiles, mais cherchent à rester actifs auprès des producteurs. Une remarque peut-être pour Nicolas Menet qui connaît très bien la cible des seniors. Oui, enfin, je ne sais pas ce que Francis entendait par producteur, mais en tout cas, c'est clair que aujourd'hui, d'abord, le départ à la retraite, il est à presque 63 ans en France, donc c'est pas, on travaille quand même assez tard. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus de seniors qui cumulent en fait l'emploi et de la retraite, du bénévolat et de la retraite, des activités d'auto-entrepreneur et de la retraite. Et surtout, ce qui est révélateur, c'est qu'il y a 30% de bénévoles aujourd'hui qui ont plus de 50 ans dans les associations. Donc, évidemment, les papis et les mamies qui restent à la maison à tricoter, à regarder la télé, en fait, ça n'existe presque plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la semaine type d'un senior, d'un jeune senior qui est quasiment connecté dans 8 cas sur 10, il n'y a que 4 millions d'exclus du numérique en France, hein, selon les petits frères des pauvres. Ça veut dire qu'il reste quand même 10 millions de seniors qui sont connectés. La semaine type, c'est quoi? C'est effectivement d'être aidant pour sa famille, mais pas que ses petits-enfants, hein, aussi ses enfants parfois qui, 45% sont des couples divorcés, des familles monoparentales, donc ils ont besoin d'aide. C'est s'impliquer dans du bénévolat, donc on l'a dit, hein, 30% des bénévoles dans des associations. C'est aussi utiliser des plateformes d'économie collaborative. Par exemple, 30% des transactions sur Airbnb ou sur Blablacar sont faites par des seniors, donc ils savent parfaitement utiliser les nouvelles économies pour complémenter leurs revenus à la retraite. Voilà, et c'est aussi des activités de loisirs personnels, mais c'est tout un panel en fait d'activités qui est bien loin de nos stéréotypes, qui sont soit Jane Fonda sur une croisière, soit une vieille petite mamie dans un EHPAD qui attend de manger et de tricoter. Donc aujourd'hui, on a au moins, dans les études qui ont été faites chez Silver Valley, un petit peu comme ce qui a été présenté par Reynald, on a nous déterminé 9 profils de seniors qui sont autant de palettes d'activités. Voilà. Et donc, dans l'Open Lab de Silver Valley, les 9000 personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, dont Francis fait partie, on a des gens qui ont jusqu'à 90 ans, qui sont connectés, actifs, qui ont absolument besoin d'avoir une utilité sociale. Et cette utilité, ce n'est pas juste pour leur faire plaisir qu'ils l'ont, c'est que c'est vraiment utile quand ils interviennent dans l'innovation, au cœur du processus d'innovation. Et comme ça a été rappelé par Reynald également, la dimension de Living Lab est absolument fondamentale parce que
voilà, mais ça fait partie des activités des seniors. Donc, comme dit Francis, je pense que c'est ça qu'il sous-entendait, les producteurs, c'est qu'aujourd'hui, voilà, typiquement, un groupe comme AG2R, la mondiale, qui va nous questionner sur des nouveaux produits, des nouveaux services autour de l'assurance et du bien vieillir, ben, on travaille avec les seniors qui collaborent à la Société de la longévité. Donc, on a complètement changé le paradigme du vieillissement. Merci beaucoup, Nicolas Menet. Ensuite, il a été posé la question de la place du patrimoine dans le bien vieillir, ce qui est en effet une question intéressante et je pense qu'il a été souligné par tous nos intervenants également que le bien vieillir, c'est un marché transversal qui concerne toutes les filières économiques et nous serions donc ravis d'inclure également le domaine du patrimoine dans cette cartographie qui, on le souligne de nouveau, n'est pas du tout exhaustive. Elle est pour l'instant illustrative et on cherche évidemment à la compléter. Donc, nous serons ravis de prendre contact avec vous si vous êtes intéressés à figurer sur cette cartographie. Et je me permets également de renvoyer sur le chat le lien où vous pouvez regarder la cartographie, où vous retrouvez également nos coordonnées. Merci, Chiara, d'avoir animé cette session questions-réponses. Je vais passer à la conclusion. Donc, déjà, avant tout, un grand merci à Xavier Roy, directeur général de France Cluster, de nous avoir fait confiance, à Roman, Chiara et à moi pour cet atelier. C'était vraiment une très très bonne expérience d'avoir mené ce projet. Un grand merci également et surtout à nos intervenants de très grande qualité, Nicolas Menet, Romain Gano et Renan Lafarge. C'était super intéressant et je pense que le public ne pourra que confirmer. Et j'espère que ces échanges serviront à approfondir encore plus en profondeur le sujet de la coopération intercluster. Il nous reste 2 minutes. Romain Gano, vu qu'il est à l'initiative d'avoir introduit le sujet du bien vieillir dans l'édition du Forum Philex cette année, est-ce que vous voulez nous adresser un dernier mot pour la fin ? Oui, avec plaisir. Moi, ce que je veux dire, c'est merci pour la qualité des échanges. J'ai apprécié toutes les interventions déjà. Et surtout, ce que c'est que le début des travaux qu'on fait ensemble, on est sur un cycle de travail de 3 ans. Et l'important, moi, ce que j'espère, c'est qu'on sera, ce que je l'ai dit tout à l'heure, qu'on sera 150 clusters à réfléchir, travailler sur les coopérations possibles, mais dans 3 ans. Voilà, c'est le début, c'est un très bon début. Bon, Nicolas est un expert reconnu du sujet, a très bien posé des choses. Quand j'entends Renan Lafarge alors la préparation disait, je ne sais pas pourquoi je suis là, ben moi, en écoutant son intervention, en regardant, je sais parfaitement pourquoi il était là. C'est une illustration parfaite de l'intérêt qu'il y a à travailler en termes d'interclustering et du fait que les seniors doivent être considérés sur l'ensemble du marché. Non, je suis très heureux de cette première table ronde et j'espère qu'on se retrouvera nombreux et dans nos travaux opérationnels, l'année prochaine et lors de Philex 2021.